Dans cette vidéo, j'identifie les entreprises qui, selon moi, sont actuellement à un prix intéressant pour ouvrir ou renforcer une position. Je vais analyser rapidement Microsoft, Mastercard, Meta, Booking Holdings, Netflix, Amazon, Google, Apple, S&P Global et Uber. Si on commence par Mastercard, qui est une entreprise sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo et qui est l'une de mes plus grosses positions dans mon compte titre, actuellement l'entreprise se négocie à un peu moins de 25 fois les bénéfices de 2026. C'est une entreprise qui a une très bonne marge nette à 46%, une marge opérationnelle à presque 60% et qui continue de faire grandir son chiffre d'affaires à plus de 18% par an et son bénéfice net à plus de 15% par an. L'entreprise connaît une très bonne croissance, notamment via à la fois son réseau de paiement qui grandit à plus de 11% par an depuis 2 ans et ses services, sa valeur ajoutée qui sont en croissance de plus de 20%. On a aussi, si on regarde le free cash flow, le free cash flow est en croissance depuis 10 ans, en croissance annuelle moyenne de presque 20%. Et en fait, l'entreprise n'a pas été aussi peu chère depuis plus de 10 ans. Si on regarde la valorisation en price to earnings, qu'on remonte à il y a 10 ans, on voit qu'on est revenu plus bas que le price earning ratio 2022. On est revenu sur les mêmes niveaux que pendant le crack du Covid et au même niveau qu'en 2016. Si on regarde le free cash flow yield, en fait le free cash flow c'est quand on compare le free cash flow qui est généré par l'entreprise par rapport à sa capitalisation boursière mondiale, un peu comme un dividend yield qui va être comparé le dividende versé à sa capitalisation boursière globale. On est presque à 4%. Il faut retourner à 2022, 2020 et 2016 pour revenir à des niveaux aussi élevés. En attendant, l'entreprise continue de réduire son nombre d'actions en circulation à un rythme annuel depuis 10 ans moyen de 2% et continue d'avoir son free cash flow qui est en croissance depuis 10 ans à presque 20% par an. La croissance du free cash flow est encore meilleure depuis 5 ans avec presque 26% de croissance moyenne du free cash flow. Pour moi, Mastercard, c'est la meilleure opportunité d'entrée sur ce dossier depuis plusieurs années. C'est pour ça que je la classe en S. Maintenant pour Microsoft. Microsoft, depuis le début de l'année, était à moins 12% et avait atteint presque plus de moins 20% à fin mars. L'entreprise est considérée comme en danger car les entreprises d'IA comme Anthropic ou OpenAI ont des outils qui pourraient peut-être remplacer une partie du software de Microsoft. Je pense que c'est assez peu probable parce que Microsoft n'a pas forcément les meilleurs softwares vus de manière individuelle. Mais en fait, ce qui fait la force de Microsoft, c'est le bundle de ces softwares qui sont tous ensemble dans la famille Office et qui donne aussi un très gros pricing power à Microsoft. Par rapport à l'utilisation de l'IA, ils ont Copilot qui est en forte croissance mais qui reste en retard par rapport à Anthropic et à OpenAI. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le meilleur outil, ce sera l'outil quand même développé par Microsoft qui sera privilégié par leurs clients. Et ils sont déjà présents dans le monde entier et ils sont en position de quasi-monopole dans leur secteur. Récemment, on a vu que le backlog de Azure est en forte augmentation, il a atteint plus de 620 milliards de dollars. Il est principalement constitué à la fois de OpenAI et de Anthropic. Ça veut dire que sur les prochaines années, on va connaître une forte croissance du chiffre d'affaires lié au cloud. Si on regarde la croissance du cloud, en moyenne sur 5 ans, on est à plus de 21% de croissance. Si on regarde au Q1 2026, ils ont fait 34,7 milliards contre 26,75 milliards en 2025, ce qui fait une augmentation sur un an de 30%. Si on regarde le price to earnings ratio, actuellement l'entreprise se négocie autour de 24,5, entre 24,5 et 25. À son plus bas récent, elle était à 22,2. Il faut attendre la fin de 2022 du bear market sur la technologie pour revenir à des niveaux similaires, ou bien lors du crash du Covid. Je pense que Microsoft, c'est une bonne opportunité pour ouvrir une position. Ça reste une entreprise quand même qui est en situation de quasi-monopole sur une grande partie de ses segments d'activité. Maintenant, ça reste comme une entreprise à 3000 milliards de valorisation, donc entre guillemets, l'upside est quand même assez limité. Je vois mal l'entreprise remonter à 4 ou 5 milliards
de capitalisation assez rapidement, puisqu'on a quand même un narratif en ce moment qui est très négatif sur le dossier. Il faudrait peut-être attendre l'entrée en bourse de Anthropic et OpenAI pour voir s'il y a le cours de bourse de Microsoft qui peut revenir à ses plus hauts historiques. Microsoft, je le classe en A. Pour moi, c'est une entreprise où actuellement on peut ouvrir une position. Sur le long terme, je pense que l'entreprise pourrait continuer à utiliser son bundle d'applications pour mettre en valeur ses futures applications utilisant l'IA, même si elles sont moins bonnes individuellement que Anthropic et OpenAI. Le seul risque, c'est que ses clients soient plus réticents aux augmentations de prix du fait des nouveaux services d'IA qu'ils utilisent, qui seront aussi chers et qui utiliseront une partie de leur budget lié et utilisé d'habitude par Microsoft. Passons maintenant à Meta. Meta, c'est une de mes plus grosses positions aussi. L'entreprise, depuis le début de l'année, sous-performe l'indice de manière assez significative. Elle a moins 8% et on repart en phase baissière pour revenir en dessous des $600. Alors Meta, en fait, sur un an, elle a augmenté son chiffre d'affaires à plus de 30%, 33,08% sur un an, ce qui est exceptionnel. Ils réussissent à la fois à augmenter le revenu qu'ils ont par utilisateur, Meta génère plus de $60 par utilisateur qu'ils ont, et aussi à augmenter le nombre d'utilisateurs de leurs applications. Récemment, sur le dernier trimestre, ils ont une baisse du nombre d'utilisateurs liée aux pannes d'internet en Iran et à l'interdiction de WhatsApp en Russie. Au niveau organique, ça reste un métrique qui est en croissance. Ils ont plus de 3,5 milliards de personnes qui utilisent leurs applications. Et ils arrivent à améliorer la monétisation des publicités sur ces applications. Ils ont à la fois réussi à augmenter le nombre de publicités qui sont présentées aux personnes et le prix de chaque publicité. Les clients de Meta sont prêts à payer le prix fort pour avoir des publicités qui sont très bien targetées sur la bonne population grâce à une très bonne utilisation par Meta de l'intelligence artificielle. Si on regarde le free cash flow de Meta, il est attendu en décroissance sur les années suivantes du fait de capex très important. Si on va voir dans les dépenses et qu'on file sur les capex, on voit qu'on est dans un nouveau cycle de capex important comme ce qui avait été fait en 2022. Le risque, c'est que les investisseurs n'arrivent pas à identifier une raison valable pour que Meta dépense autant. Ils comprennent que Meta utilise bien l'IA, mais les dépenses de Meta sont telles qu'ils dépensent presque autant que Amazon ou que Google, qui eux ont un service de cloud, ce qui n'est pas le cas pour Meta. Meta ne dépense pas pour louer ses data centers à OpenAI ou Anthropic ou à d'autres clients. Meta dépense pour uniquement ses besoins en interne actuellement. Les investisseurs sont donc très sceptiques sur les capex de Meta et la valorisation est donc en baisse. Actuellement, Meta se paye moins de 22 fois les bénéfices de 2025 et moins de 20 fois les bénéfices de 2026. Moi, je pense que Meta va continuer à surperformer en termes de chiffre d'affaires et en profit, du fait de la bonne utilisation de l'IA et de la meilleure monétisation de leur publicité. Par contre, le risque, c'est que les investisseurs continuent de punir le cours de bourse. Je pense par contre, ce qui peut arriver et ce qui pourrait faire bondir le cours de bourse, ce serait que Mark Zuckerberg annonce que Meta va ouvrir un service de cloud afin qu'ils puissent louer leurs data centers s'ils ne sont pas utilisés. Ce serait à la fois un boost immédiat sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice. Par contre, ça révélerait qu'une partie des data centers que Meta ont ne sont pas utilisés par les besoins internes de Meta et que donc les capex ont été faits de manière irresponsable. Meta pour moi c'est un très bon achat, il y a des risques quand même avec les capex élevés, je le mets en position A devant Microsoft. Maintenant pour Booking Holdings. Alors Booking Holdings c'est le leader mondial dans la réservation de chambres d'hôtel et de voyage. Actuellement ça se paye moins de 21 fois les bénéfices de 2025 et moins de 15 fois les bénéfices de 2026. Le titre a été puni sur 2026, c'est actuellement à moins 25% pour l'année, du fait de plusieurs raisons, à la fois le conflit au Moyen-Orient qui limite la croissance dans la région, et aussi la peur des investisseurs d'un remplacement par des chatbots IA type ChatGPT ou Claude, qui permettraient aux utilisateurs de réserver leurs vacances directement en contactant les hôtels et en bypassant la plateforme de booking.
Je sais pas vous, mais pour moi, je pense que c'est assez peu probable, puisque moi, quand je réserve mes vacances, je fais vraiment pas confiance à une IA pour réserver, et je pense que les gens, même s'ils interagissent tous les jours avec la technologie, pour les vacances et les moments en famille, ils veulent quand même que ce soit eux qui décident, et ils continueront d'utiliser ce genre de plateforme dans le futur. Booking Holdings, c'est une entreprise qui, depuis plus de 10 ans, réduit le nombre d'actions en circulation et qui, depuis 5 ans, réduit en moyenne chaque année de 5% le nombre d'actions en circulation. Ce qui fait que, avec euh, un chiffre d'affaires qui continue de progresser à plus de 16% et un price to earning ratio pour 2026 qui est attendu à en dessous de 15, je pense qu'on a une très bonne entrée en ce moment sur Booking. À moins qu'on ait une récession aux États-Unis ou que le conflit au Moyen-Orient continue quand même pendant plusieurs mois, là il y aurait un risque puisque en cas de récession, les gens ont tendance à moins voyager quand même. Et la tendance du voyage depuis le Covid a été très très bonne et on pourrait avoir un retour de bâton avec une baisse du chiffre d'affaires, je pense quand même. Donc actuellement, je pense que Booking, moi, c'est une entreprise que je vais continuer à surveiller et je pense peut-être faire une vidéo dessus si je vois qu'il y a une opportunité encore plus intéressante et je vais continuer de rechercher sur cette entreprise. Booking, je la mets en B, puisque, à mon avis, l'entreprise est vraiment pas chère, mais elle est sensible aux risques géopolitiques et de récession, avec une inflation aux États-Unis qui est à presque 4% actuellement. J'ai peur que les voyageurs américains limitent leur voyage lors des prochains trimestres. Maintenant, Netflix. Netflix se paye 27 fois les bénéfices de 2025 et moins de 26 fois les bénéfices de 2026. C'est une entreprise qui a eu son cours de bourse qui a pas mal bougé récemment puisqu'ils ont tenté d'acquérir Warner Bros. Ils ont finalement abandonné leur acquisition et ils ont reçu un break-up fee de la part de Warner Bros. Puisque Warner Bros. A accepté l'offre d'un autre candidat qui est Paramount Discovery. Au niveau du bilan de Meta, on a une position en cash de 12,3 milliards et en dette de 13,3 milliards. Donc ils ont une dette nette de moins 1 milliard, ce qui est très faible. C'est une entreprise qui a des bonnes marges à presque 29% de marge nette, presque 30% de marge opérationnelle et une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 16%. Le chiffre d'affaires est à la fois porté par le modèle premium classique et aussi par des abonnements avec des publicités que Netflix arrive à bien monétiser puisqu'ils ont une bonne connaissance de la population qui utilise leur plateforme. Ce qui est très intéressant du côté de Netflix, c'est qu'on voit que depuis 10 ans, ils arrivent à faire progresser en moyenne de 20% leur chiffre d'affaires, tandis que si on regarde le budget pour la production de contenu, le pic a été atteint en 2022. Donc en fait, depuis, ils arrivent à augmenter leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices tout en baissant le budget ou en le maintenant à peu près à des mêmes niveaux. Ça montre que Netflix est capable de continuer à mieux monétiser ses plateformes et ses contenus sans augmenter ses dépenses et donc à continuer à améliorer sa rentabilité. Si on regarde la valorisation de Netflix, on a atteint un pic en termes de free cash flow yield de 3,5% à fin 2023, lorsque l'action avait subi un sell-off très important. Là, l'action était redevenue chère, comme on peut voir avec le price to earnings ratio qui était monté à plus de 60 assez récemment, ça c'est à peine il y a un an, et actuellement on est revenu à 27. Tout en bas de 2022, quand il y avait eu la panique sur leur nombre d'utilisateurs qui baissait, l'entreprise avait atteint les 17 de price to earnings ratio. Je ne pense pas qu'on puisse redescendre à des niveaux si bas, mais actuellement, à 27 fois les bénéfices, tandis qu'ils ont en position de leader sur le marché du streaming, je pense que c'est pas cher pour Netflix. Le seul compétiteur significatif qu'il peut avoir pour moi, c'est YouTube, qui continue de croître et qui continue de gratter du temps d'attention des consommateurs, notamment aux États-Unis, qui sont les consommateurs qui ont la meilleure monétisation en termes de publicité. Netflix, pour moi, c'est une entreprise sur laquelle je pourrais entrer. Je la placerai un peu mieux que Booking Holdings, car moins sensible au risque de récession. Ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient continuer à mieux monétiser et à augmenter le prix de leurs abonnements. Et je pense que en cas de récession ou de ralentissement de l'économie, les gens auront moins tendance à annuler leur abonnement Netflix et auront plus tendance à limiter leurs voyages et leurs sorties. Maintenant sur Amazon. Amazon, depuis le début de l'année, gagne
presque 19% et depuis 3 mois a gagné plus de 30% en bourse. L'entreprise se paye actuellement 31 fois les bénéfices de 2025 et 32 fois les bénéfices de 2026. Ce qui est historiquement pour Amazon dans la norme, voire un peu en dessous de la valorisation historique. Si on regarde le price to earnings ratio de Amazon depuis 3 ans, on voit que c'est très compliqué de l'analyser puisqu'il y a des très fortes variations à la baisse et que l'entreprise n'hésite pas, si on regarde les dépenses, via les capex, à augmenter ses capex et ses dépenses pour continuer d'investir dans son business. Dès 2020, on voit une hausse des capex significative pour la création d'entrepôts dans le monde entier pour son activité de retail. Et depuis 2024, une augmentation significative des capex pour AWS, Amazon Web Services, qui est son activité de data center. AWS, si on regarde les ventes, c'est le leader mondial dans tout ce qui est data center et hôtes de sites web et de cloud. Ça fait sur un an plus de 137 milliards de ventes, soit plus que Google ou que Microsoft. Et c'est en croissance sur 5 ans de 23% annuellement. Et la croissance sur un an est supérieure à 22%. Amazon, c'est un business qui est très diversifié et son historique cœur de métier continue d'avoir une très bonne croissance. Et je pense que l'entreprise qui a dépassé en termes de chiffre d'affaires Walmart récemment sera la première entreprise à dépasser les 1000 milliards de dollars de ventes d'ici 3 ans. Amazon, pour moi, c'est une entreprise sur laquelle les jeunes investisseurs peuvent continuer à rentrer. C'est une entreprise qui continue de réinvestir dans son business model, qui ne fait pas de rachat d'actions ni de dividendes, qui est fortement tournée vers la croissance, que ce soit via ses data centers ou alors via son activité de retail classique qui continue d'avoir une croissance à 2 chiffres, et ses activités annexes, comme ces nuages de satellites qu'ils sont en train de construire pour offrir à leurs clients la capacité d'avoir Internet, peu importe où ils se trouvent sur Terre, comme ce qui est fait par SpaceX de Elon Musk. Amazon, je le classe en A, moins bien que Microsoft quand même, car l'entreprise se paye un peu plus cher, mais avec des très bonnes possibilités de croissance sur les années suivantes. Maintenant, si on regarde Google sur un an, ça gagne plus que 100%, il me semble. Voilà, plus 139%. C'est une position sur laquelle je suis à plus de 100% de plus-value. L'entreprise s'est reclassée d'un price to earnings ratio qui était descendu très bas il y a un an. Il y a un an, on était à 18 de price to earnings. On est remonté à 30. Donc l'évolution du cours de bourse est à la fois liée à l'augmentation de ses bénéfices sur un an, mais aussi à un changement de multiple sur cette entreprise. Alors il faut faire attention en regardant l'évolution de son bénéfice sur un an, puisqu'il y a aussi dans ce bénéfice qui paraît en forte augmentation, l'impact des investissements de Google dans ses participations style Anthropic et OpenAI qui sont en forte hausse en termes de valorisation. Et donc ça amène directement Google à comptabiliser la hausse de la valeur de ses investissements en tant que bénéfice financier. Si on regarde le chiffre d'affaires de Google, il y a un an, en fait, l'inquiétude, c'était que Google Search se fasse remplacer par ChatGPT et autres. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que sur un an, la croissance a accéléré pour atteindre 15,5% contre une moyenne sur 2 ans de 13,8%. L'accélération de la hausse du chiffre d'affaires dans Google Search par Google, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde, puisque le narratif était qu'il serait remplacé par ChatGPT et Claude. Cette accélération du chiffre d'affaires montre que Google est capable de continuer à mieux monétiser son business model tout en continuant de développer son Google Cloud directement lié au data center de l'IA qui est en forte croissance avec une croissance de plus de 44% sur un an. Pour moi, Google a un price to earnings ratio de 30. C'est devenu beaucoup plus cher qu'il y a un an. Ça reste une entreprise qui est excellente. Mais pour moi, en fait, il y a des meilleures opportunités actuellement sur le marché. Et donc, je mettrai l'entreprise en C. Passons à Apple maintenant. Apple a un price to earnings ratio de 35 et un price to earnings de 2026 de 32. Ça se paye très très cher. C'est vraiment l'entreprise qui est considérée comme la plus qualitative et qui a une forteresse dans son bilan avec plus de 68 milliards de cash. Ça a des très bonnes marges quand même à plus de 27% et ça a une capitalisation actuelle de plus de 4 milliards de dollars.
Si on regarde les ventes de Apple, on peut directement regarder le segment principal qui est les ventes de l'iPhone, qui a été en stagnation entre fin 2022 et 2025, et qui reprennent maintenant avec le nouveau modèle d'iPhone. Ils sont en croissance de plus de 15% sur un an, ce qui a relancé le cours de bourse de Apple, qui a à la fois prévu de sortir un nouveau téléphone qui sera pliable et qui a aussi prévu de faire un partenariat avec Google pour faire une refonte totale de son assistant Siri en incluant de l'intelligence artificielle. Si on regarde la valorisation, on peut voir que en termes de price to earnings ratio, c'est une entreprise quand même qui se paye assez cher à plus de 30, et que historiquement, si on remonte plus loin, il y a eu des périodes dans le passé, notamment en 2015, 2016, etc., où Apple se payait vraiment pas cher. C'est notamment l'époque où Warren Buffett a commencé à ouvrir une position pour Berkshire Hathaway. Donc pour moi, actuellement, tu fais de la faible croissance de son business model et de sa forte valorisation. C'est pas une entreprise sur laquelle je pourrais rentrer, malgré la qualité de l'entreprise, de son business, et la croissance quand même assez bonne de sa partie service, qui est vraiment la source unique quasiment de croissance actuelle pour Apple. Apple, je la mets en F. Maintenant, passons à S&P Global. S&P Global, c'est le leader mondial dans la notation de la dette, la data liée à la finance et les indices. Ils ont un business qui est considéré comme très stable et en croissance continue depuis plusieurs décennies, du fait de la financiarisation de la société et de l'augmentation de la dette en circulation, de l'indexation avec des ETF et de l'augmentation continue de l'utilisation de la data dans laquelle S&P Global est propriétaire. C'est eux qui détiennent la data sur toutes les entreprises, qui suivent les entreprises du monde entier et qui offrent à leurs clients de la data qui est précise et qui répond à leurs attentes. Si on regarde le cours de bourse de S&P Global depuis le début de l'année, ils perdent presque 18%. On a atteint un bottom à mi-février 2026 à 390 $ et on est actuellement à 421 $. Donc le cours s'est plutôt stabilisé depuis. En fait, ce qui a fait peur aux investisseurs, c'est les nouveaux modèles d'Anthropic, notamment via Claude et aussi de OpenAI via ChatGPT, qui peut-être serait un nouvel intermédiaire qui pourrait remplacer en partie une partie du chiffre d'affaires de S&P Global. Pour moi, ça reste une excellente entreprise qui continue de réduire son nombre d'actions en circulation depuis plus de 3 ans, avec en moyenne 2,5% de sa capitalisation qui se fait racheter chaque année, une valorisation qui était historiquement élevée et qui atteint des niveaux non vus depuis 2022, 2020 et 2017. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, ils ont réussi à diversifier leur business model d'une excellente manière, puisque malgré la montée des taux fin 2021, ils n'ont pas subi de baisse de chiffre d'affaires, alors que si on regarde le business de ratings, donc de notation de dette, on voit bien qu'il y a eu un contre-cycle qui a eu lieu en 2023, avec des ventes quand même sur 5 ans qui augmentent seulement de 5%. Mais c'est en fait via leurs autres activités, notamment la market intelligence, un peu comme les services à valeur ajoutée de Mastercard, qui peuvent avoir une très bonne croissance du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires progresse toujours à plus de 10%, est en léger ralentissement quand même. Ça reste une entreprise avec un moat, des protections, des barrières à l'entrée qui sont excellentes, et la valorisation actuelle est très attractive historiquement. S&P Global, pour moi, je le mets en S. Enfin, si on regarde Uber, dont le cours de bourse baisse de 8% depuis un an, on arrive à une valorisation de 18,5 le price to earnings 2025 et de 21 fois 2026. Alors ce price to earnings là, en fait, il est plus élevé en réalité puisqu'il y a des événements non récurrents qui ont boosté le bénéfice de l'année dernière. Et donc il faut directement regarder le price to earnings ratio de 2026 puisque celui-ci n'a pas ce genre d'événement et est plus représentatif de la réalité. Donc c'est une entreprise quand même qui continue de
grandir son chiffre d'affaires à plus de 14% et qui a un nombre d'utilisateurs qui est en constante augmentation et qui continue, si on regarde à la fois vers son business de transport et aussi via son business de Uber Eats avec le nombre d'utilisateurs abonnés à Uber One en augmentation de 47% par an depuis 2 ans. C'est une entreprise qui continue de dégager un free cash flow positif depuis son passage à la rentabilité en 2021. C'est une entreprise aussi dont le nombre d'actions en circulation a atteint son pic en 2024 et commence à baisser. Actuellement, avec une capitalisation à peine supérieure à 150 milliards de dollars, ce qu'on remarque, c'est que la marge nette est uniquement à 16%. Et donc pour moi, une des grosses opportunités pour Uber, c'est le passage à la conduite autonome sur une grande partie des voitures en circulation, qui font que actuellement Uber a une marge nette qui est beaucoup plus faible que celle qu'il pourrait avoir plus tard, ou s'il n'y a plus de conducteurs, il pourrait directement prendre une plus grande partie des revenus. Actuellement, le marché pense que Uber est un des grands perdants de la conduite autonome. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Actuellement, si on regarde les entreprises qui développent la conduite autonome, on a Tesla, Google, Amazon et plein d'autres entreprises. Et donc à terme, en fait, il y aura de nombreuses entreprises qui auront ce genre de véhicules et ils auront besoin d'un acteur comme Uber pour remplir leur flotte. Et donc en fait, il y aura une commoditisation de la voiture autonome qui sera un outil comme un autre. Et les entreprises qui pourront bénéficier de la conduite autonome, ce sera les entreprises comme Uber qui auront des utilisateurs fidèles et une masse qui permettront de remplir ces taxis autonomes. Uber, c'est une entreprise que je vais continuer à surveiller et je pense faire une vidéo dédiée bientôt. Je mets Uber en A. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les manières dont je pourrais les améliorer. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.